commencer l'enregistrement. Et du coup, hop, on va vers le sujet de TD. Donc, on commence par l'exercice 1. Donc, dans l'exercice 1, on considère un système. Donc, on vous donne deux systèmes, T1 et T2. Donc, la différence entre T1 et T2, c'est dans la partie 0. Donc, dans l'un, il n'y a pas de numérateur. Donc, ici, on a un 0 en plus. On va voir l'effet de ce 0-là. Donc là, vous avez les gains K0. P0, c'est le pôle réel. Donc, vous avez un pôle réel. Vous avez deux pôles complexes conjugués dans votre système. Donc, oméga 0, c'est la pulsation propre et M, c'est l'amortissement. Donc, ça, c'est la structure générale des systèmes du premier et du second temps. Donc, on vous demande la première question, c'est de donner la liste des pôles et des zéros. D'accord. Donc, hop. TD, fonction transfert. Donc, exo 1. La première question, donc on vous demande de donner les pôles et les zéros. Donc si je prends un P, on va chercher les pôles. Donc on a un qui est réel. Donc ici on va avoir un qui est réel, qui est moins P0, puisqu'on a P0. Et puis comme je vous ai dit, à partir de oméga 0 et M, si on a deux pôles complexes conjugués, donc la forme, ça sera oméga 0 moins M plus J racine de 1 moins M au carré. Et puis l'autre, ça sera en conjugué, c'est-à-dire oméga 0 moins M moins J racine de 1 moins M au carré. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord. Donc là, j'écris les choses en supposant qu'elles sont accessibles, mais si vous avez une difficulté à prendre un truc, n'hésitez pas à le poser. Oui. Ici, la plupart des vous prenez toujours le cas de M inférieur à 1. Oui, non, ici, je vais arrêter parce qu'après, je pense que ça va être ton micro. Normalement, on discute Marc-Zami, il y a un problème avec ton micro. Je sais pas, moi, en tout cas, il y a beaucoup de bruit. Alors. Donc M ici est supérieur à 0, donc il est stable. Après qu'il soit inférieur à 1 ou supérieur à 1, ça ne change rien. Puisque si M est supérieur ou égal à 1, d'accord, ce qui va se passer dans ce cas-là, donc pour votre P qui est moins oméga 0 M plus J oméga 0 racine de 1 moins M au carré, d'accord, le fait que soit du coup ce terme-là inférieur à 1, donc ça c'est égal, donc ça devient, vous allez avoir un J, et donc ça devient moins oméga 0 M, d'accord, moins oméga 0, 1, donc M au carré moins 1. Donc ça change absolument rien. Donc, ce qui va changer, c'est seulement après, ça sera réel au lieu d'être soit complexe. Mais cette écriture-là reste bonne. Le fait que ce soit M supérieur ou inférieur à 1, c'est pas ça qui va changer l'expression. J'espère avoir répondu. Donc là, à partir de là, donc on a ces deux pôles. Pour les zéros, si on prend T1, donc on va dire c'est un ensemble vide, il n'y a pas de zéro dans notre système. Maintenant pour T2, P, à ce moment-là, les pôles, on voit bien qu'ils sont les mêmes pour T1. Donc même pôle que T1. Et pour les zéros, cette fois-ci, on a un 0 qui se trouve à moins Z0. Donc, comme ça, on a trouvé les pôles et les zéros de T1. Donc, par rapport à la stabilité, donc ici, si on prend oméga 0, ce qui nous intéresse, et donc les pôles, on voit bien que les pôles, puisque les zéros n'interviennent pas, puisque c'est les mêmes, donc les pôles de T1 et T2 sont à partie réelle. Inférieur à 0, ce qui implique que T1 et T1
et T2 sont stables. Donc ça, c'est en réponse à la question 1. Si on va maintenant à la question 2. Donc pour la question 2, on vous demande de chercher la réponse indicielle. D'accord. Pour donc notre système 1 sur un système du premier ordre et un système du second ordre. Donc réponse indicielle, autrement une entrée échelon. Donc, si je prends le système du premier ordre, 1 plus P sur P0. Donc pour la réponse indicielle, on va voir la sortie YT, c'est la transformée de la place inverse de 1 sur P plus 1. Donc 1 plus P sur P0 fois 1 sur P. Et donc on va faire une décomposition en éléments simples, c'est-à-dire ça revient à faire la place inverse. Donc ça c'est pour l'échelon. On l'écrit sous la forme classique, donc on aura P0, P plus P0 fois P. Donc ça nous donne ici la transformée de la place inverse de 1 sur P. On va transformer de la place inverse de 1 sur P plus P0. Donc on a fait une décomposition en éléments simples comme on a vu en cours. Et donc la transformée de la place inverse de 1 sur P, c'est U de T. Et de 1 sur P plus P0, c'est exponentielle moins P0. Et donc ça nous fait 1 moins exponentielle moins P0 T U de T. Et donc si je veux tracer la réponse, donc ça nous donne un exponentiel avec un gain statique ici égal à 1. Et si je cherche la réponse à 63% de la valeur finale, donc ici ça sera 0,63, je vais avoir ma constante de temps qui est 1 sur 0, d'accord, qui correspond à la constante de temps. Si maintenant je considère le système du second ordre, d'accord, pareil, donc j'ai 1 sur 1 plus 2m P sur oméga 0 plus P au carré sur oméga 0 au carré. Donc, sa réponse indicielle. Donc, ça nous fait YT égale à transformer de place inverse de oméga 0 au carré sur P au carré plus 2m P oméga 0 plus oméga 0 au carré fois 1 sur P. Donc là, si j'impose que P, donc là, je vais faire une décomposition en éléments simples. Donc je vais l'écrire en utilisant les pôles. Donc j'ai oméga 0 au carré. Ici, je vais avoir P, la P moins P1, et puis fois P moins P1 bar, qui est le conjugué ou P1 étoile. Après, tout dépend comment on note ces dénotations. Donc à où, donc on connaît les pôles. Donc P1, ça va être oméga 0 fois moins m plus j racine 1 moins m au carré. Bien sûr, et P1 bar, ça sera son conjugué. Car P1 bar, si vous voulez, égale à oméga 0 moins m moins j racine de 1 moins m au carré. Voilà. Donc là, on fait une décomposition en éléments simples. Donc on aura la transformée de la place inverse de 1 sur P plus oméga 0 sur P1 moins P1 bar. D'accord, donc la partie complexe. Donc 1 sur P1 fois, donc tout ça fois 1 sur P1, mais de la place inverse
de 1 sur P1 moins 1 sur P1 bar, la transformée de la place inverse de 1 sur P1 moins P1 bar. Voilà. Donc après, vu que c'est des éléments simples, je peux calculer la transformée. Donc ça nous donne 1 plus oméga 0. Donc ici, j'ai oublié le carré. Oméga 0 au carré. Donc là, ça nous donne la P1. Donc je le laisse comme ça pour le moment. P1 moins P1 bar. Donc ça nous donne la partie imaginaire, 2 fois la partie imaginaire. Donc là, ça nous fait donc exponentielle P1 T sur P1 moins exponentielle moins plutôt P1 bar T sur P1 bar. Le tout, bien sûr, U de fois U de T. D'accord. Donc par la suite, je sais que P1 moins P1 bar, comme je vous ai dit, c'est 2J oméga 0 racine de 1 moins M au carré. Donc je remplace dans les expressions. Donc je vous laisse remplacer et tout. Donc vous allez trouver à la fin que ça nous donne 1 moins exponentielle moins M oméga 0 T. Donc ça c'est la partie réelle qui nous donnera l'enveloppe. Racine de 1 moins M au carré. Et puis là on aura sinus à partir donc avec les exponentielles. On aura sinus oméga 0 racine de 1 moins M au carré, c'est-à-dire la partie, bien sûr, ça je vais le spécifier, ça c'est pour, parce qu'il faut, là j'ai considéré que c'est des pôles complexes, donc là il faut spécifier T plus phi, U de T, d'accord, bien sûr, avec M qui est compris entre 0 et 1, et égal à arc cosinus de M. Donc ça, c'est lorsque M est entre 0 et 1. Après, bon, si M est supérieur à 1, vous avez deux pôles réels. Donc on revient un peu à l'étape précédente. Ça ne change rien. Après, il y a un cas particulier, c'est lorsque M, si M égale à 1, donc vous avez deux pôles confondus. Parce que là, on va avoir notre Y de T égale à la transformée de la place inverse de oméga 0 au carré sur P plus oméga 0 au carré. D'accord. Et donc là, on va avoir, pardon, le carré il est à l'extérieur, puisque deux pôles, donc le pôle ça sera oméga 0, puisque m égale à 1. Donc on n'a que la partie réelle qui vaut oméga 0. Donc ça, transformer de la place inverse, donc en décomposition en éléments simples de 1 sur P, moins transformer de la place inverse de 1 sur P plus oméga 0, moins la transformée de la place inverse de oméga 0 sur P plus oméga 0 au carré. Alors, on utilise les propriétés de la transformée, c'est-à-dire on sait que, un petit rappel, comme ça, on retrouve un peu les opérations sur la transformée de la place, que la transformée de la place de t exponentielle moins oméga 0 t, d'accord. Donc, on va appliquer le théorème sur multiplier par la propriété de multiplier par la variable d'évolution. Donc, ça revient à quoi? Ça revient à moins 1 d sur dp, d'accord, puisque je multiplie uniquement par t, la dérivée de 1 plus oméga 0. Puisque la transformée de la place d'exponentielle moins oméga 0 t, c'est 1 sur p plus oméga 0. Et donc, j'applique la propriété quand on multiplie par la variable d'évolution, donc ça fera moins 1. Donc ici, quand je dérive, donc je vais avoir moins 1 sur p oméga 0 au carré. Et donc, ça nous donne 1 sur p plus oméga 0 au carré. Donc, ça permet d'identifier le terme qu'on a ici, celui associé à p plus oméga 0, le tout au carré. Donc, ça revient au fait de multiplier par t, multiplier par t l'exponentielle. Donc, avec ça, on aura notre y de t
qui vaut 1 moins, 1 moins oméga 0 t exponentielle moins oméga 0 t u de t, dans ce cas-là. Et puis bien sûr, quand vous avez m qui est supérieur à 1, donc ça implique le somme de deux fonctions de transfert du premier ordre. Il n'y a pas intérêt, parce que ça revient un peu au premier cas avec deux premiers ordres, un premier ordre, donc on aura deux premiers ordres. Voilà. Alors pour le tracer, si on trace le cas, donc on a le cas où le système, donc quand on a un système qui est supérieur à 1, on va avoir une pente nulle à l'origine. Donc on va avoir cette réponse-là. Donc le gain statique ici, il vaut 1. Donc ça, c'est pour notre m qui est compris entre 0 et 1. Après, si m il est inférieur et égal à 1, donc si m égale à 1, on va avoir une réponse apériodique, ça veut dire son dépassement, ou voire même supérieur ou égal à 1, puisque ça sera du premier ordre, comportement du premier ordre. D'accord. Donc on aura ici, dans ce cas-là, on va avoir des dépassements qui se trouvent, donc, je vous ai tracé dans les abacs. Donc, on a ici notre T1 et D1. Ici, ici T2, D2. C'est les extrémums. Et si on regarde les extrémums, leur expression à partir de Y de T, ça va correspondre à dk égal, donc ça peut être un maximum ou un minimum, donc moins 1 plus 1. Si on fait la référence par rapport à la valeur finale, hein. Donc dk, ça peut être exponentiel, donc du coup exponentielle moins pi m sur moins m au carré. Pour le dépassement par rapport à 1, donc ça peut être soit positif ou négatif, tout dépend s'il est pair ou impair. Donc ici, s'il est pair, il sera négatif, et s'il est impair, il est positif. D'accord. Et puis, ou tk, les instants on a ces dépassements-là, ça va être pi sur 1 moins m au carré oméga 0. Ça va dépendre de la dynamique du système. Voilà, donc avec ça, on a répondu à la question 2, la réponse indicielle des systèmes. Donc dans cette réponse indicielle, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de la réponse fréquentielle. Donc on vous demande pour le système T1 et T2 avec différentes positions par rapport au 0 et au pôle pour tracer le diagramme asymptotique. Donc c'est ce que je vais faire. Donc diagramme, c'est la bonne question 1.3. On va prendre le cas, donc vous avez les différents cas. Le sujet est là. Donc ici, vous avez les différents cas. Donc ça, c'est le cas 1. Donc, hop, ça c'est 1, ça c'est 2, 3, 4, 5, et enfin 6. Donc les différents cas par rapport au positionnement des pôles et des zéros qui arrivent en premier. Donc à partir de là, on voit bien qu'à un moment, on peut avoir aussi des systèmes qui sont instables. Donc vous voyez bien par rapport à Z0, donc on peut avoir des zéros qui sont instables, voire des pôles aussi, puisque vous avez par rapport à P0, ça peut, attends, que j'ai, donc quand Z0 est inférieur à 0, ça veut dire que notre système est instable. D'accord. Si vous avez aussi, est-ce qu'on a un P0 qui est inférieur à 0? Apparemment non, donc les pôles, il n'y a pas de problème, il y a plutôt des zéros qui sont instables, c'est-à-dire instable ici, c'est par abus de langage, c'est-à-dire le système est déphasage non minimal. Donc je vous traite les différents cas.
Donc le premier, si je peux mettre le cas 1 et 2, puisque la différence est seulement par rapport à T2, j'ai un 0, mais il se trouve à la même. Donc le cas 1 et 2, je peux tracer. Donc A et 2. Donc si je trace le module, donc T1, ici, je vais mettre les deux en bleu. D'accord. Donc pour le module, on a la même, rien ne change, c'est plutôt la phase où ça va changer, puisque pour l'un, on a un 0 qui est à partie négative, d'accord, et pour l'autre, le 0 est positif. Donc pour un, il est stable et l'autre instable par abus de langage, si on veut dire, à déphasage minimal, non minimal. Donc là, le module, ça ne change pas, donc c'est pour les deux cas, ça va être pareil, puisque bon, le T1, ça ne changera pas. Donc du coup, hop, pour T1, donc j'ai le 0 en premier. Après, j'ai le pôle P0. Et enfin, j'ai oméga 0. Donc, si je dessine pour T1, il n'y a pas de 0 qui intervient. Donc, hop, j'ai mon gain statique. À partir de P1, je vais descendre de moins 20 dB par décade. Et puis, à partir de P0, je vais descendre de moins 40 dB par décade. Donc, moins 40 plus les moins 20, ça me fait moins 60 dB par décade. Donc, ce qu'on note généralement moins 3 pour dire la pente et ici moins 1 pour dire qu'on a une pente de moins 1. Après, si je considère maintenant le T2, le 0, donc cette fois-ci, je vais avoir une pente de 20 dB par décade. Et puis, au niveau de P1, ça va se compenser, plus 20 dB avec les moins 20, donc ça donne 0. Et puis, par la suite, je vais descendre de moins 40 dB par décade, donc de moins 2. Donc ça, c'est pour la partie module, pardon. Si on regarde la phase, l'argument, donc pareil, en noir, c'est pour A de... Ici, c'est en dB, bien sûr. Donc, argument de T1, et puis en bleu, argument de T2. Monsieur, comment vous avez Donc, fait pour argument avec TD? T2, pour le Oui, module, ouais. j'ai seulement pris le 0, parce que T2, il y a un 0 qui s'ajoute par rapport à T1, c'est tout. Vous avez le 0, dès que vous avez le 0 qui arrive, d'accord? Donc, un 0, ça implique une pente de plus 20 dB par décade. Donc, j'ai plus 20 dB par décade. Et puis, puisque vous avez le P0 qui arrive, donc, parce que un pôle, ça fait moins 20 dB par décade. Donc, moins 20 avec les puces 20, ça fait 0 dB donc, par décade. Autrement, la pente est nulle. Donc, ça vous donne ici une valeur constante. Et puis, par la suite, dès que j'arrive à oméga 0, je vais avoir moins 40 dB par décade. C'est tout. Donc, ici, vous avez plus 20 dB par décade, plutôt une pente de 1. Et puis là, c'est une pente de 0. Et après, ça devient une pente de moins 2. C'est tout. Donc un pôle, ça vous donne une pente de moins 20 dB, une phase moins 90, un 0, ça vous donne une pente de plus 20 dB avec une phase de plus 90, du moment où il est stable, bien sûr, même pour le pôle. Si par contre ils sont instables, au module, rien ne change, donc c'est pareil, donc c'est plus 20 pour le 0 et moins 20 pour le pôle. Par contre, la phase, elle change, ça veut dire euh, le 0 se comporte comme un pôle pour l'argument, c'est-à-dire vous allez avoir moins 90 degrés, et alors que pour le pôle, vous allez avoir plus 90 degrés s'il est instable, c'est tout. Et puis dans le second ordre, vous avez à peu près le même raisonnement, donc vous allez avoir moins 20 dB, moins 40 dB dans le cas, moins 40 dB pour un pôle complexe conjugué, de pôle complexe plutôt conjugué, avec une phase qui va à moins 180. Et par contre, si c'est un 0, vous aurez toujours stable hein, pour les deux. Vous allez avoir un module qui va plus 40, plus 40 dB par décade avec une phase de plus 180.
Donc là, en regardant l'argument, donc pour l'argument pour T1, il n'y a pas de Z0 qui intervient, puisque c'est Z0 qui fait le K1, K2, puisque c'est l'instabilité. Donc pour T2, donc du coup, j'ai 0. Quand j'arrive, bon 0 ici, hein, j'essaie de faire 0 comme il faut. Ici, quand j'arrive P0, je vais descendre de moins 90. Et puis après, je continue et en arrivant à oméga 0, je rajoute moins 180. D'accord. Et donc, ça me fait moins 260. Alors maintenant, pour T2, donc comme je vous ai dit ici, c'est pour les deux cas. Donc K avec Z0 supérieur à 0 et Z0 inférieur à 0, puisque ça ne change rien pour le module. Ce qui changera, c'est au niveau de la phase. Donc pour T2, si vous avez un Z0 qui est inférieur à 0, d'accord, à ce moment-là, vous avez un 0 qui est instable. Donc si c'est inférieur à 0, donc hop, il va arriver ici. Je vais faire un pointillé. Donc s'il est instable, à ce moment-là, je vais avoir ici plus 90. Après, en arrivant à P0, donc il revient à 0, puisque les moins 90 du P0, il le ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait ici? S'il est plutôt stable ici, donc c'est le cas 1, s'il est stable. Donc j'ai ça. Après, il devient P0 et il redescend à moins 180. Ça, c'est lorsque Z0 est supérieur à 0. Donc dans le cas stable. D'accord. Dans le cas instable, si vous voulez, je peux le mettre, bon, je vous mets ça plutôt en continu. Donc cette fois-ci, on a dit le 0 se comporte comme un pôle. Donc je vais avoir moins 90. Je vais avoir ici, je rajoute moins 90, une autre moins 90 à cause du pôle. Donc ça me fait ici moins 180. Je l'ai ici déjà. Donc ça fait moins 180. Et puis enfin, je vais rajouter moins 180 à oméga 0 et donc ça me fait moins 360. Donc là, c'est pour un Z0 qui est inférieur à 0. Donc c'est-à-dire dans le cas où j'ai un 0, un déphasage non minimal. Donc pareil, je vais tracer le 3 et 4 ensemble, puisque ça va correspondre à peu près pareil, du moment où on a la différence, elle se trouve entre Z0 s'il est stable, ou c'est-à-dire s'il est inférieur à 0 ou supérieur à 0. Ah, ce que je vais faire, voilà, je laisse comme ça. Je vais changer parce que là, il commence à être lent. Je préfère du coup prendre une nouvelle feuille. Donc K, 3, 4. Oméga. Donc cette fois-ci, on a, donc pareil, je garde le même principe. T1 en noir et T2 en bleu. Donc on a dit que T2, pour le module, ça ne change rien, puisque le fait qu'il soit Z0 stable, ou c'est-à-dire Z0 inférieur à 0 supérieur à 0 au module, ça ne change absolument rien. C'est au niveau de l'argument que les choses sont différentes. Donc si je prends T1, donc là je place les pôles et les zéros. Donc d'après ces cas-là, on a 3 et 4, on a Z0 qui arrive toujours en premier. Cette fois-ci, c'est oméga 0 qui arrive avant P1 ou P0. Donc, ce qui va se passer pour T1, j'ai le graphique de T1 qui arrive ici. Dans tous les cas, il n'y a pas d'oméga 0, donc il continue jusqu'à oméga 0. On va avoir une pente de moins 20 dB, moins 40 dB par décade, à cause, parce que c'est un système du second temps. Et puis à P0, on va rajouter moins 20 dB par décade, et donc ça fait moins 60 dB par décade. Donc, parce qu'on parle d'une pente de moins.
Pour T2, lui, il a en plus donc Z0. Donc au départ, on démarre pareil. Au niveau de Z0, on va avoir une pente de plus 20 dB par décade, puisque c'est un 0. On parle ici de 1. À oméga 0 de plus 20 dB par décade, on va enlever moins 40, donc ça fait moins 20. Donc on aura une pente ici de moins 20. Donc moins 1 ici. Et puis enfin, au niveau de P1, P0, on va rajouter moins 20, donc ça nous fait... Ah, pardon, il faut quand même qu'il n'y ait pas la même. On rajoute, donc hop. C'est pas si... Elle est franche. Voilà. Donc ça fait ici moins 2. Moins 2 pour moins 40 dB par décade. Donc ça, c'est pour les tracés du module. Si maintenant on va s'intéresser à la phase, donc la phase elle est un peu différente puisque l'effet de Z0 intervient s'il est, c'est-à-dire si on a un Z0 supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc oméga. Donc pour T2, donc argument de T1. De T2. Donc pour T1, il n'y a pas de 0, donc on va démarrer jusqu'à arriver à oméga 0, donc on descend de moins 180 degrés. Et au niveau de, donc ici c'est P0, et au niveau de P0, on rajoute moins 90, et donc ça nous fait, ici moins 270. 270 degrés. Voilà. Maintenant pour Z0, tout dépend si Z0 est supérieur à 0. Donc on va faire en pointillé Z0 supérieur à 0. Donc on est dans le cas stable, c'est-à-dire on va augmenter de moins 90, pardon, plus 90, plus 90 degrés. En arrivant à oméga 0, on doit descendre de moins 180, donc ce qui nous fait moins 90 degrés ici. Et puis quand on arrive à P0, on descend de moins 90 en plus, et donc ça nous fait moins 180. Donc ça, c'est pour Z0 supérieur à 0. Bien sûr, argument de T2. Maintenant, si je m'intéresse à Z0 inférieur à 0, à ce moment-là, on a le 0 qui se comporte comme un pôle. Donc, pardon. Donc ça nous fait... Attends, je vais écrire de ce côté, l'autre côté. Ça, c'est moins 90 degrés. Donc on va avoir moins 90 degrés. Après, on rajoute à oméga 0 moins 180, ce qui nous fait moins 270 degrés. Et enfin, à P0, on rajoute moins 90. Et donc, ça nous fait moins 360 degrés. Et donc, ça, c'est pour le cas où notre Z0 est inférieur à 0. Donc, comme ça, on a vu K1, 2 et 3. D'accord? Après, si on rajoute à ça le cas est aussi simple. Le 5,6, dans ce 5,6, c'est plutôt ils sont un peu différents. Donc, on a oméga 0 qui arrive avant le P0. Ceux-là, ils sont A. Oui. Monsieur, pourriez-vous nous montrer la méthode de tracé rapide que vous faites?
Parce que personnellement, parce que j'aboutis pour que je trouve les mêmes résultats, il faut que je passe par plusieurs étapes. J'ai remarqué ça. Et par plusieurs étapes, et je tombe sur les mêmes résultats. Et Mais est-ce que vous vous êtes tombez arrivé aussi. à le même résultat en passant par plusieurs étapes? Oui, oui, Déjà, la oui. première question qui est utile, c'est de savoir si on arrive à la même chose. Si on arrive à la même chose, c'est déjà bien. Ça veut dire Oui, oui. que votre méthode est bonne et peut-être moi aussi que je ne me suis pas trompé. Oui, oui. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, à partir de là, du moment où on est d'accord, la même méthode. Non, hop, là, j'ai ouvert à nouveau. Ah, d'accord, je pensais pas que j'avais ouvert à nouveau. Ah, il y avait un problème. Bon, mon raisonnement est simple, c'est-à-dire, on peut, dans tout le système, vous allez le décomposer en pôles du premier et du second ordre, d'accord? Ou des zéros du premier et du second ordre. Donc, dès que vous avez placé vos pôles et zéros, donc vous allez placer dans un tracé, vous allez, donc par rapport à oméga, vous allez placer les différents, donc votre pôle, donc si c'est un pôle du second ordre, vous allez placer oméga 0, si c'est un 0, vous placez z, et après vous allez raisonner. Donc vous démarrez, si vous avez une action intégrale, si vous avez 1 sur P, dans ce cas-là, vous allez avoir une pente dès le départ de moins 20 dB, ou c'est un P au carré, ça sera moins 40 dB. Sinon, vous allez avoir un gain statique avec lequel vous allez démarrer, tout dépend de la valeur de K. Si elle est supérieure à 1, elle sera supérieure à 0 dB. Si elle est inférieure à 1, elle sera inférieure à 0 dB. Après, dès que vous regardez les pôles, donc si vous avez un pôle réel, vous regardez, est-ce qu'il est stable? S'il est stable, vous allez descendre. Dans tous les cas, pour le module, rien ne change. Vous regardez votre pôle. Si vous avez un pôle, systématiquement, on descend de moins 20 dB par degré. Si c'est deux pôles complexes conjugués, on doit descendre de moins 40 dB par décade. Et si c'est un 0, d'accord? Donc, moins 40 dB par décade. Ici, c'est un 0, on descend encore on remonte, pardon, et donc ça revient à moins 20 dB par décade. Après, la phase, ça va dépendre si c'est stable ou instable. Donc, s'il est stable, si je regarde la phase, donc ici, je démarre à 0. J'arrive sur un pôle, je dois descendre systématiquement de 90, s'il est stable. S'il est instable, je dois remonter. Donc, posons que votre pôle est instable, donc je vais monter de plus 90. Quand je vois ça, je sais qu'il est instable. Pour oméga 0, je vais, s'il est stable, Paul, donc après là, parce que je suis descendu de moins 20 dB, s'il est stable, je dois descendre de moins 180. S'il est instable, je dois remonter de plus 180. Donc là, supposons qu'il est stable, donc je descends de moins 80. Avec les 90, donc je vais descendre de moins 90. Et puis par la suite, je continue. Et quand j'arrive sur un 0, tout dépend si c'est un 0 stable ou instable. Donc s'il est stable, je remonte de plus 90. S'il est instable, je descends de moins 90. Donc supposons qu'il est stable, à ce moment-là, je remonte de moins 90 et je reviens à 0. Donc si vous vous rappelez, on a fait dans le... bon, après je peux revoir, vous avez les planches. Je vous ai fait les tracés d'un premier ordre et un second ordre. Après, ce n'est seulement de l'addition. Donc, vous allez additionner les pentes et additionner les arguments. Donc, comme je vous ai dit, s'il est stable, ça sera moins 81 avec des sens négatifs pour les pôles et positifs pour les zéros. Si c'est instable, c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire, les pôles vont avoir une phase qui est positive et les zéros vont avoir une phase qui est négative. Voilà. Donc, plus 90 dans le cas positif, ça veut dire pour un premier ordre, plus 180 pour le second ordre, et voilà, dans le cas de 0. Et puis, s'il est instable, à ce moment-là, ça sera plutôt un moins si c'est un pôle. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est Oui, pour aller vite. Après, c'est bon. Après, si vous voulez, dans ce cas-là, faire votre tableau, bon, on va le faire dans d'autres exercices, écrire les choses, etc. Vous pouvez le faire et ça fonctionne. Là, c'est seulement pour dire, c'est le principe, c'est qu'à force de faire des tracés, à un moment donné, on les fait plus rapidement et ça donne le même résultat. Bon, déjà, je vous laisse du coup vérifier ça sur le cas 5 et 6, puisque c'est exactement le même raisonnement. Déjà, peut-être que j'ai fait déjà un ici. Après, peut-être que j'ai pas pris les mêmes considérations pour les arguments, pour l'argument. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre l'autre feuille, je ne sais pas pourquoi.
Il y a un problème sur mon esprit. Bon, maintenant, après ça, si je suppose que vous savez faire le cas 5 ici, si vous avez des difficultés, vous me le dites par la suite et on peut revenir la prochaine fois sur le cas 5 et 6, puisque c'est la même chose. Bon, ça vous permettra de vérifier. Là, dans le tableau, ce que je vous ai donné dans la partie, la question 1.4, je vous ai donné un jeu. Donc, un jeu de données par rapport aux valeurs de Z0, P0, M et oméga 0. Et je vous demande à partir ici, dans ce cas-là, à partir des diagrammes de Bode, d'essayer d'associer le jeu au tracé. Donc, quand dans ces jeux-là, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir, par exemple, puisque vous avez M tous et à 0, 1, c'est que vous allez détecter la résonance. Donc déjà, vous pouvez, puisque ici, vous avez résonance, donc vous pouvez dire où elle se trouve la résonance. Par exemple, si elle se trouve, vous avez déjà séparé assez rapidement entre celle qui se trouve à 100 Hz, puisque c'est 200 fois pi, radians par seconde. Donc, celle qui se trouve à 100 Hz, vous avez deux qui vont se trouver à 100 Hz. Donc, vous savez, dès que vous allez déjà les séparer par groupe, vous avez le groupe, vous avez que deux tracés qui doivent se trouver à 100 Hz, qui vont correspondre à jeu 1 et 2. Après, comment séparer jeu 1 et 2? Et vous avez trois autres qui vont se trouver à 10 Hz. C'est le jeu 3, 4 et 6. Et puis, un seul jeu où vous avez celui qui se trouve à 1 Hz. Déjà, vous avez cette première séparation. Après, si je regarde entre ceux qui se trouvent à 100 Hz, c'est-à-dire le jeu ici, ceux qui se trouvent ici à 100 Hz pour la résonance. Donc, celle qui se trouve à 100 Hz, vous allez avoir quoi? Qu'est-ce qui les différencie? Si on regarde, bon, P0, c'est les mêmes. Ça va être au niveau de Z0. L'un est stable et l'autre est instable. Donc, ce que vous allez dire, c'est que vous allez voir la phase. Théoriquement, il y a un où ça va remonter, donc celui-ci, et puis ça va redescendre, parce qu'il est stable. Et puis celui-ci, la phase ne fait que descendre, puisque vous avez le reste, c'est des pôles, donc ça fait que baisser, ils sont stables, donc ça ne fait que baisser la phase. Donc pour l'un, ça va faire monter et descendre, donc dès qu'on a sélectionné, puis pour les différencier, on regarde l'argument. D'accord? Donc ici, on va, à partir de là, voir la phase. Donc, ce que par exemple, on peut le faire rapidement, et puis ça sera exactement le même raisonnement pour le reste. Regardez. Donc ici, on va chercher par rapport à la phase. Celle se trouve à 100. Donc là où on a ça, on doit avoir deux jeux où on a 100. Donc vous avez celui-ci, d'accord? Vous avez 100. Et vous avez celui-là où vous avez 100. Donc 6 et 2 vont correspondre aux jeux 1 et 2. D'accord? Le tracé 2 et 6. Maintenant, comme je vous ai dit, donc pour l'un, ça va monter, donc celui qui est stable. Donc ici, on a la partie stable. On voit bien que, bon, stable, quand je dis stable, théoriquement, c'est plus dire que le 0 est supérieur, donc Z0 ici, supérieur à 0. D'accord? On voit bien que le 0 est stable, donc on a une phase qui croît à un moment donné. Alors que là, la phase ne fait que décroître. Donc ici, ça veut dire que le Z0 est inférieur à 0. Parce qu'il se comporte en argument comme un pôle. Donc là, c'est là où il est instable, c'est le 2. Donc on sait que donc ça c'est 2 et ça va être 6. D'accord? Pour les tracés. Pareil, après pour déjà celui-ci, le jeu 5, on peut facilement le distinguer de tout le reste assez facilement puisque c'est celui le seul où on a une résonance qui se trouve à 1 Hz. Donc on va chercher celui qui se trouve à 1 Hz. Donc c'est celui-là. Il est là. C'est ça. Donc celui-là qui se trouve à 1 Hz et donc ça va être le 5. Parce qu'il n'y a qu'un seul où on a une résonance qui se trouve à 1 Hz. Bon, on suppose qu'il n'y a pas de piège dans le tracé, donc tous les tracés vont correspondre à un jeu. Ah. Donc après, s'il y a un piège, à ce moment-là, on regarde d'autres paramètres pour être sûr qu'il n'y a pas un problème. Mais du moment ici, on suppose qu'il n'y a pas de piège. À ce moment-là, il suffit seulement de voir la résonance, vu qu'il n'y a qu'un seul
qu'un seul jeu pour lequel la résonance elle se trouve à 1 Hz. Donc il suffit seulement de chercher le tracé pour lequel la résonance elle se trouve à 1 Hz. D'accord. Après, il nous reste 3 jeux. Donc celui avec 10 Hz. Alors qu'est-ce qui va les différencier? Donc vous avez déjà la partie phase qui va les différencier. Donc vous avez qu'un seul pour lequel la phase ne fait que diminuer, c'est le jeu 4. D'accord. Puisque les deux autres, vous avez soit un 0 qui se trouve à 1 Hz, soit un 0 qui se trouve à 100 Hz. Mais il y a un qui, vous avez que un 0 instable, c'est-à-dire vous aurez une phase qui fait que diminuer. Donc si je regarde ici, on sait qu'il me reste où la phase ne fait que diminuer. Donc si je regarde, donc celui-là, elle augmente. Celle-là, elle augmente ici. Par contre, celle-ci ne fait que diminuer. D'accord. Et donc ça va correspondre au jeu 4. Donc c'est ça, c'est le 4 qui fait que diminuer. D'accord. Donc ça, c'est le jeu 4, puisque j'ai bien la résonance qui se trouve à 100 Hz, 10 Hz, pardon. Mais par contre, j'ai une phase qui ne fait que diminuer. Alors que si j'avais un 0 qui est positif, c'est-à-dire à déphasage minimal, on aurait dû avoir ici une phase qu'à un moment donné qui croît à cause du 0. Donc ici, on voit rien qui croît. Donc systématiquement, ça peut être que le jeu avec un 0 qui est négatif. Donc ce qui me reste ici, c'est le 4 et le 5. Et je peux les différencier parce que le 0 est en basse fréquence et l'autre, il est en haute fréquence. Ce que vous voyez bien ici, c'est que pour l'un, vous avez, donc il me reste ça et ça. Donc pour celui-ci, le 0, il se trouve à 1 Hz. Pardon, un seul 0. À 1 Hz. Alors que celui-ci se trouve à 0 en Hz. Donc le jeu 6 est à 100 Hz. Donc on voit bien que ici la phase elle est plutôt en haute fréquence, ou elle augmente, alors que ici, celui-ci, elle augmente plutôt en basse fréquence. Donc là, je vais avoir, c'est le jeu 6. Et puis ici, ça, ce qui me reste, c'est le jeu 3, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc vous voyez bien qu'à partir de mes connaissances sur la résonance et les tracés, les diagrammes asymptotiques et comment les phases doivent varier, et puis l'aspect résonance et la pulsation propre, j'arrive à différencier et à coller chaque tracé à son jeu. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc si vous n'avez pas de questions, on passe à l'autre correspondance entre jeu et tracé, mais cette fois-ci pour la réponse indicielle. Donc pour la réponse indicielle, ce qu'on fait, c'est que on va essayer, pareil, donc essayer de retrouver par rapport à la dynamique. Donc la réponse indicielle, on sait que si on a un amortissement, donc un système avec un amortissement, on va avoir un système qui va osciller. D'accord? Donc ça, on peut le voir par rapport à M. Donc, ici, donc l'amplitude de l'oscillation va donner un peu l'information. Donc on voit bien qu'avec 0,1, on va plus osciller qu'avec 0,3. D'accord? Ça nous donne déjà une indication. Après, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez ici un système à déphasage non minimal. C'est que si le système est à déphasage non minimal, ça implique quoi? Ça implique que il va commencer avec une valeur négative, ça veut dire des valeurs qui s'opposent à l'échelon. Ça veut dire si vous avez un échelon positif, le signal va démarrer avec des valeurs négatives avant de rejoindre sa valeur, son gain statique, qui théoriquement il est positif, sauf si le gain statique du système est négatif. D'accord? Il est en opposition de phase. Mais sinon, après, si par contre vous avez plutôt un échelon qui est positif, il sera négatif, il sera dans le sens inverse au début de la réponse. Pareil, donc il va commencer avec des valeurs positives et il ira vers des valeurs négatives si son gain statique est positif. Donc ça, c'est en premier. Donc on a ça comme différence, sachant qu'entre oméga 0 et P0, il n'y a pas une grande différence, ce qui veut dire que les dynamiques sont un peu, comment dire, équivalentes. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une séparation dynamique
et le système avec le second ordre ne s'impose pas et c'est plutôt le premier ordre qui s'impose. Donc si je regarde ici, entre jeu 5 et 6, voilà. Donc dans ces réponses-là, on voit bien qu'on ne peut pas séparer les deux. Donc le pôle et les zéros, ils se comportent d'une manière identique dans le 5 et 6. Et ce qu'on a vu, c'était si je me rappelle bien, c'était le 6 qui était à déphasage non minimal. Et donc, puisque c'est le 6 qui a déphasage non minimal, on le voit ici. Et donc ça, c'est le jeu 6. Donc on commence avec des valeurs négatives et puis par la suite, on ira vers les valeurs finales. Ici, pareil. Par contre, ici, on n'a que des valeurs positives. Et donc ça, c'est le jeu 5. On voit bien qu'on ne peut pas séparer le premier ordre du second ordre. Donc on a un comportement qui est une combinaison des deux avec un amortissement qui est assez faible. Puisqu'il aussi, on le voit par exemple par rapport à celui-ci, l'oscillation, elles sont plus nombreuses puisqu'un amortissement qui est plus faible. Oui. Monsieur, je ne comprends pas très bien avec un dépassement non minimal. Comment on a différencié entre les deux les caractéristiques Si vous avez, d'accord, si vous avez un système avec, je pense que vous l'avez dans les planches du cours, mais je le rappelle ici, à déphasage minimal. Si vous envoyez un échelon, d'accord, on va dire positif ici 1, supposons que le gain statique est positif, hein, la réponse du système, elle sera tout le temps positive. Donc, soit il va osciller ou pas, mais elle sera dans ce sens-là. Donc, si par contre le déphasage, vous avez un déphasage non minimal, donc non minimal cette fois-ci, à ce moment, pour le même échelon, vous allez avoir une valeur qui est négative avant d'atteindre la valeur finale. Donc, vous avez une zone où il va s'opposer, d'accord? Il va s'opposer à la valeur finale, d'accord? Donc, vous aurez une partie négative. Donc, ça, c'est une caractéristique d'un système à déphasage non minimal. Bon, on a vu la caractéristique fréquentielle, c'est au niveau de l'argument, mais on peut aussi lui associer une caractéristique indicielle, c'est-à-dire temporelle, en regardant la réponse indicielle. D'accord? Donc, ici, si vous regardez entre ces deux-là, pour celui-ci, vous avez une valeur négative. Donc, le déphasage, c'est un indicateur que c'est un système à déphasage non minimal. Alors que pour l'autre, vous avez que des valeurs positives, c'est-à-dire dans le même sens que la valeur finale, dans la même, c'est-à-dire pas en opposition, en signe. Et donc, ça correspond à un système à déphasage minimal. Donc, maintenant, à partir de là, on a fait le jeu 5 et 6. On remonte. Donc les autres, pour le second ordre, ils sont à peu près au même amortissement. Voilà. Donc ce qu'on va voir ici, donc ici par rapport au même amortissement, ce qui reste ici, c'est par rapport à P0. Donc vous regardez entre celui-ci et ces deux-là, vous avez l'un P0 et l'autre oméga 0. Donc vous avez plus qu'une décade, puisque là il est à 1000 et l'autre il est à 1. Donc l'un, c'est comme si ça c'est la dynamique du premier ordre qui va se poser, pas la pôle dominant, qui s'impose. Puisque celle du second ordre est tellement élevée qu'on ne la verra pas. Donc le système se comportera comme un premier ordre. Comme je vous ai dit, quand vous allez exciter un système, c'est toujours la dynamique la plus lente qui s'imposera. D'accord? Donc là, quand vous allez envoyer, sauf si vous allez l'exciter fréquentiellement à la dynamique qui vous intéresse. Mais autrement, c'est toujours la dynamique la plus lente qui s'impose. D'accord? Donc quand vous allez injecter un signal avec les différents spectres, c'est toujours celle qui est la plus lente qui s'imposera. Donc pour la réponse indicielle, ça sera la dynamique la plus lente. Donc ici, ça va être pour la première, ça sera P0 qui s'imposera. Et P0, c'est du premier ordre, puisque le 0 n'intervient pas. Donc ici, on aura le jeu 3 et 4 qui se comporteront comme un premier ordre. Maintenant, qu'est-ce qui différencie le 3 et le 4? C'est que pour le 3, on a un déphasage minimal, alors que pour le 4, il est déphasage non minimal. Donc là, on aura une partie négative pour le 4, alors que pour le 3, non. Donc si on regarde,
ici. Ça, c'est du premier ordre. Ça, c'est du premier ordre. Là, j'ai une partie négative, donc c'est le jeu 4. Là, pas de partie négative, donc c'est le jeu 3. Donc, on voit bien que c'est la dynamique la plus lente qui est la première ordre qui s'impose. Donc, c'est comme si on a un système. Donc, si vous allez exciter ce système-là, envoyer un système, un échelon, vous allez pouvoir le modéliser comme un système du premier ordre, même s'il est du troisième ordre, puisque vous avez un second ordre qui arrive après. Sauf que le second ordre, il est tellement élevé, d'accord, il est très loin en bande passante, puisqu'il est 1000 fois plus grand, d'accord. Donc, vous n'avez pas une décade, mais là, vous allez avoir 3 décades entre eux, et donc vous ne le verrez pas, comme si vous avez un premier ordre. Maintenant, donc ça vous montre que l'effet du modèle n'est pas forcément le système. Donc, si vous avez ça, ça correspond à un système. Quand vous allez modéliser, supposons qu'on vous demande de modéliser, moi, ça me pose systématiquement, j'ai toujours systématiquement l'envie de dire que c'est un système du premier ordre. Donc, je le modélise avec un premier ordre. Après, si au cas où le système en boucle fermée, il aura une bande passante très grande, c'est-à-dire il devient plus rapide, s'il arrive à la vitesse où on a le système du second ordre, là, on aura des difficultés. C'est là où on se posera le problème de la modélisation. Donc, quand on modélise, d'où l'intérêt de la réponse fréquentielle. Si vous faites que la réponse indicielle, vous allez être trompé puisque la méthode, la dynamique la plus lente qui s'imposera, et c'est celle du premier ordre. Alors que quand vous allez avec une réponse fréquentielle, vous allez avoir, à un moment donné, vous allez en haute fréquence et vous allez pouvoir regarder que vous avez une phase qui ne va pas s'arrêter à moins 90, mais qui va aller au-delà à cause à cause du second ordre. Et donc, vous êtes censé à dire, ah oui, mais dans boucle fermée, je vais aller jusqu'à cette phase, jusqu'à cette fréquence, puisque je vais augmenter la bande passante, et donc j'ai tout intérêt à prendre en considération le second temps dans ma modélisation. Très bien. Donc maintenant, si je continue, donc j'ai trouvé, il me reste 2 jeux à trouver. Donc ces 2 qui sont en haut. Donc les jeux, cette fois-ci, on va mettre en bleu pour les différencier. Donc ces 2-là, cette fois-ci, c'est... pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ces 2-là, oui, c'est exact. Donc cette fois-ci, c'est du second ordre qui va s'imposer, puisque le plus lent ici, c'est plutôt oméga 0, qui est bien plus faible que P0. Et donc on a un système du second ordre. Quand on va identifier le modèle, il se comporte comme un système du second ordre. On ne verra pas la dynamique en plus associée à P0. Alors par exemple que pour le jeu 5 et 6, ils étaient confondus. Donc on ne pouvait pas dire que c'est du premier ordre, c'était un peu les deux. Donc c'est un mélange des deux. Donc là, c'est du second ordre qui s'imposera. Et dans le second ordre, on voit pour le jeu 2, il est non minimal, alors que pour le jeu 1, il a déphasage minimal, c'est-à-dire l'un, il va avoir une partie négative pour le jeu 2, alors que pour le jeu 1, on n'a pas une partie négative. Donc là, si on regarde dans les penses, donc ça sera le jeu 1, puisque c'est du second ordre avec pas de partie négative, alors que celui-ci, ça sera le jeu 2. Et comme ça, on a associé à chaque tracé, chaque réponse, son jeu de données de valeur pour le modèle. Alors l'exercice, donc la 3, l'exercice 2, pardon. L'exercice 2, cette fois-ci, bon, ça correspond à faire différents transferts. Je vous donne le cadre général. Après, c'était seulement pour s'exercer à écrire des fonctions transfert. D'accord? Donc, on va pas s'attarder. Je vous donne l'expression générale de TBF, de la boucle fermée. D'accord? Et par la suite, donc TBF et S de P. Donc là, on considère la sortie Y et l'entrée U. Et pour S de P, donc c'est une fonction de ce qu'on appelle la fonction de sensibilité. C'est un transfert qui est utile parce que ce qui va déterminer la qualité de l'asservissement. Donc on parle ça de fonction. Donc ça sera entre U et epsilon, l'erreur. Donc généralement, on essaye que le gain en basse fréquence soit très faible puisque ça peut avoir une erreur très faible, quelle que soit la consigne qu'on va envoyer.
dire par rapport à, en basse fréquence, bien sûr, puisqu'on suppose que l'asservissement, il se fera en basse fréquence. Donc, je vous donne l'expression générale. Après, ça reste à vous de remplacer l'expression de H2P, C2P, A2P, B2P en fonction de. Donc, c'était seulement pour s'exercer. Donc, je vous le donne déjà ici, ça sera plus simple. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Pour T2P, avec DBF, on utilise le principe. Donc, je vous laisse vérifier. Théoriquement, vous devez le faire. Ça nous donne H2P. Donc, ça sera H2P ici avec la boucle. Donc, ça sera H2P, C2P sur. Attends, qu'est-ce que j'ai. Non, je prends le cas général, c'est plus simple. Je prends pas avec. Donc, ça sera H2P donc pour la boucle sur 1 plus H2P B2P. Donc, ça, c'est associé à cette boucle-là. Fois après C2P, ce qu'on a ici. Donc, ça c'est la partie numérateur. Et le dénominateur, après le dénominateur, ça sera 1 plus toute la boucle. Donc, ça sera 1 plus H2P fois C2P fois A2P. Donc ça, c'est après, on peut, en faisant des simplifications, on va trouver que si on met le dénominateur, etc., ça va être H2P fois 2P divisé par 1 plus A2P. Ça, c'est pour TBF. Pour S2P, donc le transfert direct entre U et epsilon, il est de 1, comme on l'a dit, hein, ce qu'on trouve au numérateur. Donc, on met 1 ici. Et au dénominateur, on fait la même chose. Donc, on aura le même qu'ici. Donc, ça sera 1 plus H2P fois C2P fois A2P ici. Ou ici, le H2P divisé par 1 plus H2P fois C2. D'accord? Puisqu'on aura toujours le même dénominateur partout. On a dit par rapport à fonction de transfert en boucle fermée. Ce qui va changer, c'est le numérateur. Et donc ici, on aura le numérateur, du coup, en mettant au dénominateur, ça sera 1 plus H2P B2P divisé par 1 plus P plus H2P C2P A2P. Et donc, on a notre transfert, la fonction transfert en boucle fermée, BF, entre l'entrée, la consigne et la sortie, et celle entre la consigne et l'erreur, qu'on appelle la fonction de sensibilité. Donc, avec ça, on termine l'exercice. C'est-à-dire, on termine l'exercice sur les fonctions de transfert. Après, ce qui reste, c'est seulement de remplacer H, C, A et B par leurs expressions, et ça donne après la fonction qui nous intéresse. Maintenant, on passe au sujet. Celui sur les systèmes en boucle fermée et stabilité. Donc l'exercice 1, je vous donne deux polynômes caractéristiques, c'est-à-dire deux polynômes du dénominateur associés à la fonction transfert. Donc c'est avec ça qu'on va déterminer la stabilité des systèmes. Et ce que je vous demande, c'est à partir de ces polynômes-là de déterminer si le système est stable ou pas. Donc comme je vous dis, il y a deux solutions. Soit vous allez calculer les valeurs propres, d'accord, ce qui n'est pas simple avec un polynôme d'ordre 6, même avec d'ordre 4. Soit on utilise le tableau de route pour vérifier la stabilité. Et donc, c'est la méthode qu'on a. Donc, pas besoin de. Donc, ici, on va calculer, on va utiliser donc système boucle, donc qui est plutôt S. Hein.
et stabilité. Dans l'exercice 1, la question va prendre pour la stabilité. Donc, on a le polynôme p puissance 6 plus 9 p puissance 4 plus 10 p puissance 3 plus p au carré plus 10p plus 3. Donc la première condition déjà, c'est de s'assurer que tous les coefficients sont de même signe. Donc on a vu que c'est une condition qui est nécessaire. Donc la condition ici nécessaire est vérifiée. C'est-à-dire, donc coefficient de même signe. Donc à partir, après avoir vérifié ça, on va passer cette fois-ci au tableau de route. Donc dans le tableau de route, on a les différentes puissances. Donc P6, on a dit. Pour que ça soit simple pour connaître les lignes avec leur puissance quand on a besoin de polynômes auxiliaires. Bon, pas pour cet exemple-là, mais vous verrez que pour l'exemple prochain, suivant, on aura besoin du polynôme auxiliaire. On aura ici P5, P4, P3, P2, P1 et P0. Donc ici, on va prendre les coefficients donc, qui sont donc 6 et 6 et pairs, donc tous les coefficients pairs du polynôme. Donc ça nous fait 1, 9, 11 et 3. D'accord? Et puis tous les coefficients impairs, puisqu'on a un polynôme avec puissance 5, donc ça va être 5, 10, 10 et 0. Donc ça, les premières lignes, on les déduit à partir du polynôme. Et puis le reste, on le construit avec la règle de route qui ressemble un peu à un déterminant. En s'assurant chaque fois que la première colonne est différente de 0. Sinon, on sera obligé de passer par un polynôme auxiliaire en ayant dans l'esprit que ça va correspondre à un pôle qui est au moins deux pôles qui sont purement imaginaires. Donc en faisant ça, on a quoi? Donc si j'applique cette règle, donc je multiplie 5 fois 9 moins 1 sur 10 divisé par 5, ça nous donne 7. 5 fois 11 moins 1 fois 10 divisé par 5, ça nous donne 9. Et enfin 5 fois 3 moins 1 fois 0 divisé par 5, donc ça nous donne 3. Puis là, 0. On continue. Donc cette fois-ci, hop, je descends d'une ligne. Et donc ça me fait 7 fois 10 moins 5 fois 9 divisé par 7. Donc ça me fait 25 sur 7. Pardon, 25. Oups. C'est pas 27, 25. Oui. Bon, je lis peut-être qu'il y a un truc à faire. La condition est-elle suffisante? Laquelle? Non, la condition est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Je n'ai pas dit suffisante, ou j'ai écrit suffisante? Nécessaire, elle n'est pas suffisante. Elle devient nécessaire et suffisante uniquement pour du second ordre. Puisqu'on a vu que pour le second ordre, avec la construction du tableau de route, on retombe exactement sur ces coefficients du polynôme. Donc, ça devient une condition nécessaire et suffisante. Par contre, si votre polynôme est d'ordre supérieur à 2, à ce moment-là, c'est uniquement une condition qui est nécessaire et non pas... bien sûr, c'est aussi inférieur à 2, puisque le 1, ça va correspondre au pôle, hein, directement. Elle devient nécessaire et suffisante. Mais pour supérieur à 2, à ce moment-là, ce n'est qu'une condition nécessaire. Il n'est pas forcément suffisante. Après, d'où l'intérêt de continuer, d'où l'importance de continuer la construction du tableau de route pour s'assurer qu'on a les pôles
Après, si par exemple, je tombe sur un polynôme avec des coefficients qui ne sont pas de même signe, donc dès le départ, je sais que j'ai des pôles qui sont à partie réelle qui est inférieure à zéro. Donc après, si la question se limite à dire est-ce que j'ai des pôles instables, je vais m'arrêter là. Donc je ne vais pas aller au-delà. Puisque je sais dès le départ qu'ils vont être instables. Je réponds déjà à la question. Il y en a au moins quelques-uns qui sont à partie réelle inférieure à zéro. Après, donc, j'ai 25 sur 7. 7 fois 10. Oui, Monsieur, oui. euh, monsieur le neuf, monsieur, comment vous avez trouvé? Pour le 9, donc ça fait 5 fois, 3, fois 11. D'accord, oui, c'est ça. Donc 5 fois 11, moins 1 fois 10, divisé par 5. Donc c'est Donc 5, si je ne me trompe pas, fois 11, 55. En tout cas, ça sera divisé par 5. Moins 1 fois 10, donc 10, divisé par 5. Donc là, ça vous fait 11, moins, ici 2, égale à 9. C'est bon? d'accord. Après, 7 fois 10 moins 5 fois 3 divisé par 7, donc ça vous fait 55 sur 7. Et puis l'autre, ça sera 0, 0. Donc 55 ici, 55 sur 7. Après, vous avez pour P2, donc 25 sur 7 fois 3 moins 7 fois 0 divisé par 25 sur 7. Si je ne me trompe pas. Pardon. Pourquoi fois 3? 25 sur 7 fois 9 C'est moins 1,9, 7. ouais. Exactement. Moins 7 fois 55 par 7. Donc ça va se simplifier. Le tout divisé par 25 sur 7. Donc on trouve une valeur de moins 6,4. Je vous laisse vérifier, mais c'est calculatoire. Et puis l'autre, ça sera avec le 3, mais dans ce cas-là, donc ça vous donnera 3. Et puis là, 0, 0. Donc on voit ici un changement de signe. Donc on a un changement de signe, ça veut dire qu'on a un pôle qui est instable. Par la suite, je vais avoir moins 6,3 multiplié par 55,7 moins 25 sur 7 fois 3, le tout divisé par 6,4. Donc ça me donne une valeur autour de 9,5%, ce que j'ai calculé. Et donc ça reste cette fois-ci un autre changement de signe. Et puis après, bon, là, ça sera 0, 0, 0. Et enfin, vous allez avoir 3, puisque ça fois 3 moins ça fois 0 divisé par ça. Donc ça me donne 3, 0, 0, 0. Donc ici, on a deux changements de signe. Donc chaque changement de signe, puisqu'on a le premier ici et un autre qui se trouve là, ça va correspondre à un pôle instable. C'est ce qu'on a vu avec le critère de route. Donc ça nous indique, les changements de signe vont nous indiquer des pôles instables, c'est-à-dire à partie réelle supérieure à 0. Et si vous calculez maintenant avec MATLAB, on peut calculer les. Bon, là je me suis déconnecté, mais on peut le faire la prochaine fois. Si vous voulez, vous pouvez essayer chez vous. On peut calculer les pôles, d'accord? Et donc quand vous allez calculer les pôles, les racines, maintenant même les calculatrices le font, vous allez trouver que vous avez deux pôles qui sont instables, qui sont complexes conjugués, mais qui sont à partie réelle supérieure à 0. Ce qui justifie le fait que vous avez deux changements de signe. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'autre polynôme, donc p puissance 4 plus p puissance 3 plus 5p au carré plus 4p plus 4. Donc pareil, si je prends la première condition, j'ai la condition nécessaire vérifiée. Puisqu'ils sont tous de même signe. Après, du coup, je passe à l'étape suivante qui est celle du tableau de route. Donc là, c'est P puissance 4. La puissance la plus élevée, c'est puissance 4. Donc du coup, je vais avoir P puissance 4, P puissance 3, P puissance 2, P puissance 1, P puissance 0 dans mon tableau.
Donc là, c'est des puissances paires. Donc je vais prendre les puissances paires. Donc c'est 1, 5 et 4. Les puissances impaires, donc ça va être 1, 4 et 0. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'applique le critère de route. Donc si vous faites 1 fois 5, d'accord, moins 1 fois 4 divisé par 1, donc ça vous donne 1. 1 fois 4 moins 1 fois 0 ici divisé par 1, donc ça vous donne 4 après 0. Donc on voit bien qu'on a deux lignes qui sont identiques. Donc si vous allez faire l'étape suivante, vous allez tomber ici logiquement sur un 0. Donc dès qu'on aura un 0, une ligne avec des zéros, on s'arrête. On ne fait pas cette ligne-là parce qu'on ne va pas pouvoir continuer. Mais par contre, ce que je sais, c'est que puisque je vais avoir un 0, cela implique que j'ai, d'accord, des pôles. Je ne sais pas si c'est un ou deux. Généralement, ça vient au moins avec deux, puisque s'ils sont purement imaginaires, je dois avoir leur conjugué, puisque les coefficients sont réels de mon polynôme. Donc, je dois avoir des pôles imaginaires. Donc, j'ai des pôles imaginaires. Mais bon, pour que je continue, puisque peut-être pôle imaginaire, je suis à la limite de stabilité, je vais tout de même continuer de savoir est-ce que j'ai des pôles à partie réelle supérieure à 0. Donc, pour le faire, je vais utiliser un polynôme auxiliaire. Donc, ce polynôme-là, c'est quoi? C'est qu'à partir de ce polynôme, je vais construire un autre polynôme. Donc, ça, c'est p au carré. Donc, ça me fait p au carré plus 4. D'accord? Et donc, pour ce polynôme auxiliaire, je vais le dériver. d sur dp. Donc, la dérivée ici, ça me donne 2p. Et puis ici, c'est 0. Donc, je construis cette ligne. Donc, cette ligne-là, elle sera construite à partir de ce polynôme. Donc, c'est p puissance 1. Donc, ça fait 2, 0, 0. D'accord? Donc là, je peux continuer à construire mon tableau de route. Donc ici, ça me fait 2 fois 4. Hein, donc ça me donne systématiquement 4, 0, 0. Et donc je m'arrête. Donc je vois qu'il n'y a pas de changement de signe. Donc pas de pôle. Pas de pôle à partie réelle. Monsieur, Oui. monsieur, comment peut-on trouver le nombre de pôles qui sont à la limite de stabilité? Non, ici, on ne nous donne pas le nombre de pôles. Ce qu'on sait, c'est qu'on doit avoir au moins 2, mais vous pouvez avoir 2 ou 4 ou 5. Ça vous dit seulement qu'il y en a. C'est tout. Donc Mais le fait d'avoir si on continue, on oui, va trouver des 0, 0. On ne peut pas dire que ce sont 3 parce que. pas que vous allez en trouver d'autres. Théoriquement, non. Sauf, bon, après, à vrai dire, je ne signe pas, j'en suis pas sûr, mais ce que je sais, c'est que l'information qui est donnée par le critère ça veut dire ici, de route, d'accord, il nous dit que si on a une ligne, c'est-à-dire on a l'information qu'on a un pôle en zéro. Ça veut dire la partie, pardon, en zéro. Oui, c'est-à-dire la partie réelle est nulle. Donc on aura des pôles purement imaginaires. Mais ça ne nous donne pas l'information combien on a de pôles. Par exemple, si vous avez un P égale à 0, vous allez avoir systématiquement une ligne en 0. Bon, après, est-ce qu'elle est utile? C'est pas sûr. Donc, si vous avez des pôles qui sont purement imaginaires, c'est-à-dire qui sont sur l'axe imaginaire, vous allez avoir une ligne qui est nulle. Voilà. Vous allez avoir. Après, si vous en avez deux, bon, je ne connais pas le cas où on a deux, à ma connaissance. Après, je n'ai pas tout testé. Ce que je sais, c'est que c'est ce qui est donné comme information. Après, bon, que vous ayez une ou deux, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir deux. Mais ce que je sais, c'est que l'information qui est donnée, c'est uniquement qu'on a des pôles qui sont sur l'axe imaginaire. Mais ça ne nous dit pas combien. Autant que sur la partie réelle supérieure à 0, le changement de signe nous indique combien de pôles sont à partie réelle supérieure à 0. Autant là, c'est comme si vous avez un truc singulier, donc une singularité, pardon. Donc le fait de tomber sur l'axe imaginaire, c'est le fait d'avoir une ligne en 0 qui vous informe que vous en avez un certain nombre. Combien, je ne sais pas. C'est bon? En tout cas, bon, après, on n'est pas en train de chercher combien on en a, c'est pas ça qui va changer. Généralement, on cherche à ce que c'est stable ou pas stable. Donc, si on en a un ou on a 10 ou on a 30, c'est pas ça qui va changer. Monsieur, Oui. pardon, monsieur, si ce système, par exemple, est bouclé,
Mhm. on est sûr on est sûr que ces pôles qui se trouvaient à la limite de stabilité n'influent pas sur la stabilité si en cas où le système est bouclé. Bon, après, quand je vous dis limite de stabilité, il faut savoir que limite de stabilité, c'est seulement un mot qu'on donne par rapport au point critique. Mais limite de stabilité, c'est instable. Un pôle est stable si la partie réelle, parce que c'est quoi la stabilité qu'on a vue? C'est la définition entrée bornée, sortie bornée. On est d'accord? Et on a vu que si on a un pôle sur l'axe, c'est-à-dire pour toute entrée bornée, la sortie doit être impérativement bornée. Si vous avez un pôle sur l'axe imaginaire, d'accord? Vous n'avez plus cette condition. Je vous ai donné l'exemple, si vous prenez un intégrateur qui a un pôle sur l'axe imaginaire, si vous envoyez un échelon, vous aurez une rampe, la sortie n'est pas bornée. Donc, pour cette définition-là, qu'on a vu, le système est instable. Donc, on parle de limite de stabilité, c'est pas seulement par rapport au point critique, mais sinon, c'est instable. Donc, quand on cherche à stabiliser un système, on ne va pas chercher à avoir un pôle qui est sur l'axe imaginaire. D'accord. Idéalement, ça veut dire que soit si c'est un pôle zéro, si on a par contre pas un pôle en zéro, mais plutôt purement imaginaire avec une partie réelle nulle, d'accord? À ce moment-là, ça donnera un oscillateur parfait. J'ai jamais vu un système bouclé qui nous donne un oscillateur parfait. Soit vous êtes en stable, soit vous êtes en instable. Donc généralement, on évite cette zone. C'est une zone qui n'est pas intéressante. C'est une zone qui est instable pour nous. Et même si après physiquement, elle a certaines caractéristiques particulières, c'est tout. Physiquement, c'est-à-dire comportementalement, elle a quelques caractéristiques. Ça veut dire qu'elle ne va pas diverger partout. C'est pas pour n'importe quelle entrée, elle va diverger. Elle va diverger pour certaines entrées. D'accord? Pardon. Si on applique le critère de Nyquist pour le système bouclé ici, moi je suis curieux pour la stabilité du système en BF. Qu'est-ce qu'il va se passer? Attendez, si vous êtes appliqué le critère de Nyquist sur la boucle ouverte, parce que ça c'est la boucle fermée, sur la boucle ouverte, ça veut dire que vous êtes sur le point critique. Vous passez par le point critique, c'est tout. D'accord? Ça veut dire que votre TPO, il traverse le point critique. D'accord? Ok. Parce que vous êtes à la limite de stabilité. Donc la limite, comme je vous dis, la limite de stabilité a été définie par rapport au point critique. Après, on ne cherche jamais en boucle fermée d'avoir ce type de système. Et on ne pourra jamais être aussi précis et tomber pile poil sur le point critique. D'accord? Là, par exemple, je vous donne des valeurs exactes en disant oui, j'ai un polynôme avec p puissance 4, avec 5p au carré 4p, mais dans un système physique, vous n'avez jamais 4. Vous allez avoir 4,5 ou 4, vous voyez, vous allez avoir des réels, donc des valeurs qui sont imprimées. Donc systématiquement, vous allez vous basculer soit d'un côté, soit d'un autre. D'accord? Alors, donc là, on a validé, on a trouvé à partir, en utilisant comment on utilise le critère de Routh pour vérifier la stabilité. Donc on voit ici les deux cas, pour l'un est instable et on arrive à détecter combien on a de pôles instables, c'est-à-dire des racines à partir réelle supérieure à 0. Et pour l'autre, on a aussi réussi à voir qu'on a des pôles sur l'axe imaginaire et comment on arrive à continuer la construction du tableau de route. Après, maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc, dans l'exercice suivant, je vous donne un système. Bon, je ne pensais pas si on aura le temps de le terminer. Sinon, ce qu'on va faire, on va laisser ça pour la prochaine fois, puisque l'exercice 2, l'exercice 3, est-ce qu'on l'a traité? Je me rappelle quoi. Ah, pardon. On fait l'exercice 3, même si on l'a déjà traité, parce qu'il y avait un élève qui m'a demandé un exemple. On l'a traité, mais je vais faire l'exercice 3 et puis par la suite, je vous libère. Donc l'exercice 3, c'est le critère de Nyquist. Donc on prend 1 sur P puissance 3. Donc ça, c'est TBO.
et on cherche à vérifier la stabilité de la boucle fermée. Donc ici, le problème c'est qu'on a, comme je vous ai dit, donc quand on va chercher l'image du contour de Bramwich, ce que vous avez là, c'est oméga entre 0 plus l'infini, donc ça sera le tracé de Nyquist. Ici, ça vous donnera plutôt de moins l'infini à 0 moins, donc ici 0 plus, 0 moins, donc ça sera la symétrie par rapport à l'axe réel, puisque ça vous donne, vous avez la symétrie hermitienne, d'accord? Et puis toute cette partie-là, ça revient à 0. Sauf que là, le problème, c'est qu'on a un point en 0, donc on a des branches infinies, et donc on va essayer d'éviter le 0 ici, puisque ce 0-là va nous donner une branche à l'infini. On va essayer à partir de comment on évite ce 0-là, on va décider comment ces branches à l'infini vont se rejoindre. Ça veut dire celles qui se trouvent à 0 plus et celles qui se trouvent à 0 moins. D'accord? Donc ici, si je trace le diagramme de Bott pour avoir un peu le tracé, donc je vais avoir une pente de moins 60 dB par décane. Attends, moins 20, oui, moins 60 dB par décane. Avec une phase, parce que moins 90, qui est toujours constante, qui est de moins 270. Donc si je vais tracer, donc la partie positive, pour le tracé Nyquist, partie réelle, partie imaginaire, je vais avoir moins 270, donc là c'est 0, moins 90, moins 90, moins 180, moins 270. Donc je suis à moins 270 avec un module qui va de 0, donc plus l'infini, donc si je trace en rouge, donc de plus l'infini à 0. Donc ça c'est plus l'infini, d'accord? Puisque quand je suis à plus l'infini, je vais avoir un module qui tend vers 0. Et puis là, ça sera 0 plus. Et puis, comme je vous ai dit, la partie négative, elle se retrouve par symétrie, par rapport à l'axe imaginaire, par rapport à l'axe réel. Et donc, je vais avoir l'autre côté, ça va donner celui-ci. J'aurai ici 0 moins, et là, plus infini. Le problème, c'est que j'ai deux branches à l'infini. Je dois décider, est-ce que j'entoure au point le point critique? Parce que j'ai mon point critique qui se trouve ici, moins 1. Et suivant le critère de Nyquist, je dois entourer le point critique autant de fois. Donc, je dois entourer le point critique moins 1, d'accord, en sens positif, autant de fois nombre de pôles instables de la boucle ouverte. Si je veux rester en stable, pour être stable en boucle fermée. Si je n'ai pas cette condition-là, ça veut dire que je vais être instable en boucle fermée. Donc là, puisque j'ai des branches à l'infini, je ne sais pas comment ces branches, donc ils doivent se rejoindre, puisque là vous avez 0 moins et 0 plus, ils doivent se rejoindre, sauf que je ne sais pas comment ils vont se rejoindre. Pour la partie ici, le demi-cercle, donc vous voyez bien que ce demi-cercle, c'est un seul point, puisque ça va être le 0 ici. Donc c'est là où vont se rejoindre le plus l'infini avec le moins l'infini. Donc maintenant, comment je vais faire? Donc l'idée ici, c'est de faire ce contour de Bramwich. Donc si je fais un zoom, donc vous avez ici contourné ce point critique, donc je vais mettre une autre couleur. Donc je contourne, pardon, point critique, je contourne le 0. Donc ici, si je le contourne, c'est-à-dire je le suppose stable. Dans cette façon de le contourner, je l'ai supposé stable, puisque je le mets dans le côté stable, alors que vous voyez, dans le disque qui est intérieur de ce disque-là, c'est tout ce qui est instable. Donc là, puisque je l'ai laissé sur ma gauche, donc du coup, je le considère comme étant stable. Donc pour le contourner, ce que j'ai remplacé, c'est que j'ai pris un P, puisque c'est l'image de P. Donc j'ai pris P égale à quoi? Égale à ρ, d'accord? Fois exponentielle Jθ. Le ρ, bien sûr, il va tendre vers 0, puisque je vais aller vers le 0, ça veut dire vers l'origine. Et puis θ, lui, il variera combien? Il variera entre moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Ah, j'aime pas quand il se joue intelligent. De pi sur 2 jusqu'à moins, de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Donc maintenant, si je regarde l'image de ce point-là, P,
qui a un ρ qui tend vers 0 exponentielle jθ. Donc, ça fera par rapport à l'application, donc mon TBO, c'est 1 p puissance 3. Donc, ça va être quoi? Donc, ça va être 1 sur ρ puissance 3 fois exponentielle moins j 3θ. Ce que je sais, c'est que ça veut dire que mon module, il tendra vers plus l'infini. Donc ça, je le savais puisque dès le départ, j'avais des branches à l'infini. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment je vais entourer le point. Est-ce que j'entoure ou pas le point critique? Donc si θ, il varie entre moins pi sur 2, pi sur 2, le moins 3 θ, qui implique ici que... j'aurais pas dû faire ça comme ça. Puisque du coup, je prends un peu sur le tracé. Donc, je vais le mettre à côté. Donc, on a P que lui, il vaut ρ exponentielle jθ. Donc, ρ qui tend vers 0, θ moins pi sur 2 à pi sur 2. J'écris seulement pour que j'efface de ce côté-là. Donc, ça me donne 1 sur P puissance 3. Là, 1 sur ρ puissance 3 exponentielle de moins j 3θ. Donc, ça, on a dit, ça tend vers plus infini. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à 3 θ. Donc, la phase, comment elle va varier. Donc, ici, le moins 3θ, lui, puisque θ, il varie entre moins pi sur 2, pi sur 2, le moins 3θ, il variera entre 3 pi sur 2. D'accord? Et le pi sur 2, donc ça fait moins 3 pi sur 2. Donc, ça correspond à 0 moins. Et ici, ça correspond à 0 plus. Donc, si je suis à 0 moins, donc à 0 moins, je suis à moins 3 pi sur 2. Donc, 1. Attends, c'est ça, plutôt 0 moins, je suis plutôt à 3 pi sur 2. Donc, ça me fait 1, 2, 3. Donc, moins 3 pi sur 2. Je vais aller jusqu'à moins 3 pi sur 2. Donc, j'étais à 3 pi sur 2, ici. Et là, je vais, certes, avec un truc infini. Et donc, donc là, je reviens à 0. Et puis, je vais faire moins 3 pi sur 2. Et donc là, je vais entourer le point critique 2 fois. Donc, ce que j'ai ici, c'est que j'entoure le point critique dans le sens positif ici. Donc, je prends avec moins 2. Alors que théoriquement, alors que j'ai pôle de boucle ouverte instable égale à 0, puisque j'ai considéré le pôle en 0 comme étant stable. Donc là, il y a un problème, ce qui implique que le système est instable à boucle fermée. Ça permet, avec le critère de Nyquist, de vérifier si j'ai la stabilité en boucle fermée. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête.